En 1943, Hans Müller, le visage collé à la vitre glacée d'un train, observait défiler l'immensité verdoyante des terres agricoles américaines. 3 mois plus tôt à peine, il sillonnait les déserts étouffants d'Afrique du Nord, convaincu que l'Amérique était au bord de la ruine. Affaibli par l'extravagance et la dégénérescence morale. Prisonnier de guerre en route vers un camp rural du Kansas, il était sur le point de découvrir la véritable tromperie de la propagande nazie. À son insu, alors que son train s'enfonçait au cœur des États-Unis, il allait devenir l'un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des 3 années suivantes, environ 400 000 prisonniers allemands seraient dispersés dans plus de 500 camps aux États-Unis et leurs expériences bouleverseraient toute leur vision de leurs adversaires. Le récit se déroule non pas en Amérique, mais au cœur des sables brûlants d'Afrique du Nord, où l'Afrika Korps du maréchal Erwin Rommel oppose sa dernière et fervente résistance aux troupes britanniques boo-américaines. C'était en mai 1943, les dernières forteresses allemandes en Tunisie se désintégraient sous l'assaut inflexible des forces alliées. En quelques semaines, plus de 250 000 soldats de l'Axe se rendirent, déclenchant une situation d'urgence inattendue et imprévisible. Alors qu'une guerre mondiale faisait rage sur plusieurs fronts, que faire d'250 000 de prisonniers et ennemis? Les îles britanniques et botéchaïens étaient déjà surpeuplées et fréquemment bombardées. Le rapatriement des prisonniers en Angleterre nécessiterait des navires essentiels à l'effort de guerre. Un choix pragmatique mais non conventionnel fut fait. Les transporter de l'autre côté de l'Atlantique vers des camps sur le sol américain. Cette décision eut de profondes répercussions sur la société américaine. Des nazis, véritables soldats ennemis, allaient bientôt s'installer dans leur quartier, travaillant dans leurs fermes et partageant le même air libéré des États-Unis. Les gros titres des journaux annonçaient l'invasion imminente de l'Amérique par les nazis, tandis que les maires s'inquiétaient à l'idée de voir des soldats bottés défiler dans leurs villes paisibles. Pourtant, la réalité s'avéra bien plus complexe que quiconque aurait pu l'imaginer. Les premiers navires transportant des prisonniers allemands commencèrent à accoster dans les ports américains à l'été 1943. Il ne s'agissait pas des habituels fanatiques caricaturaux et aux pas de loi dépeints par la propagande de guerre. Il s'agissait pour la plupart de jeunes conscrits à peine sortis de l'adolescence, emportés par la chute rapide du corps d'armée africain. Il y avait aussi des vétérans, aguerris par des années de guerre dans le désert, désormais confrontés à un avenir incertain, à des milliers de kilomètres de chez eux. En débarquant dans des ports comme Norfolk et New York, ces prisonniers goûtèrent pour la première fois à la prospérité américaine. Après avoir enduré des approvisionnements alimentaires limités pendant plusieurs mois en Afrique du Nord, ils furent stupéfaits par l'abondance et la qualité de la nourriture disponible. On y trouvait du pain blanc, de la viande fraîche et des légumes que beaucoup n'avaient pas vus depuis des années. Cependant, ce n'était qu'un point de départ pour leur compréhension de la société américaine. Leur voyage en train à l'intérieur des terres offrit aux prisonniers leur première véritable perspective de l'Amérique au-delà de ces villes côtières. Sur des kilomètres, des terres agricoles fertiles s'étendaient à perte de vue, entrecoupées de fermes prospères et de petites villes qui ne portaient aucune trace des ravages de la guerre. Ce n'était pas l'Amérique dont on leur avait parlé. Une nation prétendument affaiblie par les conflits où les citoyens souffrèrent de la faim, tandis que leur gouvernement gaspillait des ressources dans des guerres étrangères. Plus tard, Haus Bernhardt, un mitrailleur bavarois de 19 ans, écrira dans ses mémoires sa confusion en contemplant le paysage défiler avec incrédulité. Où étaient tous les villes ravagées par les bombes? Où étaient les signes d'une nation luttant pour sa survie? Normalité et prospérité régnaient, mais cela semblait illogique compte tenu de nos enseignements antérieurs. Les camps eux-mêmes étaient déroutants, car ils respectaient les directives de la Convention de Genève et étaient fréquemment surveillés par des représentants de la Croix-Rouge. Contrairement aux centres de détention hostiles auxquels on pourrait s'attendre, ces baraquements étaient de propres et chauffés, avec suffisamment d'espace pour chaque occupant. Des espaces de loisirs, des bibliothèques et même des espaces pour les services religieux étaient disponibles. Les gardes américains maintenaient l'ordre sans les brutalités que de nombreux prisonniers avaient subies dans les installations gérées par les nazis. Cependant, ce qui surprit de nombreux prisonniers allemands fut la présence de femmes aux postes de direction dans les camps et aux alentours. Les infirmières, le personnel administratif, les éducateurs et certains gardes étaient des femmes. Un spectacle qui contredisait leurs anciennes conceptions du rôle social des femmes selon l'idéologie nazie. Dans l'Allemagne nazie, les femmes étaient généralement cantonnées à l'éducation des enfants, aux tâches ménagères et à la religion. L'idée que des femmes puissent exercer une autorité sur les hommes, en particulier sur leurs ennemis,
était presque inconcevable. Le lieutenant Werner Hoffmann, fait prisonnier à Tunis, a relaté dans son journal sa première rencontre avec une infirmière américaine. Elle nous parlait avec détermination, commandant, prisonnier et gardien, et s'occupait de nos besoins médicaux avec compétence. Je n'avais jamais rien vu de tel. En Allemagne, une telle femme aurait été jugée contre nature, pourtant ici, elle était estimée de tous. Cette incongruité culturelle ne se limitait pas aux environnements professionnels. Lorsque les prisonniers étaient autorisés à interagir avec les communautés locales grâce à des programmes de travail, ils rencontrèrent des Américaines qui conduisaient des automobiles, possédèrent des entreprises et participaient activement aux affaires publiques. Ces femmes s'écartaient de l'idéal passif et domestique véhiculé par la propagande nazie, émanant une assurance, une éducation et une estime sociale qui contredisaient les idéologies nazies sur les rôles de genre. C'était eux qui étaient desservis. La nourriture, en particulier le hamburger, symbole de l'opulence américaine, avait un impact profond sur le psychisme des prisonniers. Ce bœuf haché transformé en steak haché et cuit à la perfection, servi avec des légumes et du pain aux couleurs vives, était simple mais satisfaisant, incarnant tout ce qu'on leur avait fait croire que l'Amérique manquait, de la viande de première qualité, des ingrédients frais et les moyens de servir régulièrement de tels repas. Franz Weber, ancien commandant de char, raconta son premier hamburger avec émerveillement. Ils nous l'ont offert avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'un plat ordinaire. Mais pour nous, qui avions subsisté de café instantané et de soupe de navet pendant des mois avant notre capture, c'était un festin digne d'officier. Et c'est ce qu'ils ont offert à leurs adversaires. La nourriture dans les camps n'était pas réservée aux événements spéciaux ou à la propagande. La qualité et la quantité étaient constantes à chaque repas. Légumes frais, café authentique, viande à chaque dîner et pain cuit à partir de farine de blé véritable contrastèrent fortement avec les mélanges de pommes de terre et de sures de bois courants en Allemagne. Cette différence culinaire a amené de nombreux prisonniers allemands à s'interroger sur l'état de leur patrie, la nourriture des camps étant souvent supérieure à ce qu'ils avaient consommé auparavant. La constatation que l'Amérique nourrissait bien les prisonniers ennemis a remis en question les affirmations nazies selon lesquelles le pays était vulnérable et ruiné économiquement. De plus, si l'Amérique pouvait fournir une telle abondance à ses adversaires, cela suggérait une redoutable machine de guerre américaine. Les programmes de travail ont encore complexifié l'expérience américaine des prisonniers en offrant un aperçu supplémentaire de la vie derrière les barreaux. En vertu de la Convention de Genève, les soldats enrôlés pouvaient être contraints de travailler et les États-Unis utilisèrent largement cette allocation. Avec l'enrôlement des ouvriers agricoles américains, le travail des prisonniers devint essentiel au maintien de la production alimentaire. Les prisonniers allemands finirent par travailler dans les champs mêmes qui leur procuraient l'abondance dont ils bénéficiaient récemment. L'ironie n'échappa pas à beaucoup d'entre eux. En tant que combattants ennemis, ils contribuaient désormais à soutenir le pays contre lequel ils étaient en guerre quelques mois auparavant. Cependant, les conditions de travail étaient généralement raisonnables. Bien que les salaires fussent de maigres, ils étaient sincères, et le traitement réservé par les surveillants américains était professionnel. De nombreux prisonniers commencèrent à apprécier la dignité inhérente à un travail utile, contrastant fortement avec l'image d'un capitalisme américain dépeint comme une exploitation pure par la propagande. Les rencontres quotidiennes avec des civils américains offrèrent des occasions d'échanges culturels, malgré les difficultés linguistiques et les limites de l'amitié. Ces échanges mettaient en lumière une autre facette de la société américaine en conflit avec l'idéologie nazie. L'égalité désinvolte des relations sociales, la collaboration des propriétaires agricoles avec leurs ouvriers, le respect des superviseurs envers les ouvriers et l'absence de division de classe rigide, typique de la culture allemande. Otto Richter, ancien sergent d'artillerie, a raconté son expérience dans une ferme du Nebraska appartenant à M. Johnson. Par temps caniculaire, il nous offrait de l'eau fraîche et nous exprimait sa gratitude pour notre travail. Il montrait des photos de son fils engagé au combat quelque part dans le Pacifique, révélant une souffrance visible. Malgré cela, il nous témoignait une gentillesse humaine fondamentale. Ce n'était pas le propre d'un peuple animé par la haine, comme on nous l'a fait croire. Les interactions quotidiennes montrèrent de plus en plus aux Allemands que les Américains n'étaient pas les êtres mous, décadents et moralement corrompus dépeints par la propagande. Au contraire, ils étaient témoins de l'hospitalité, de la diligence et de la bonté fondamentale de leurs ravisseurs. Les programmes éducatifs de nombreux camps
permettait l'exploration culturelle, rendant les cours d'anglais populaires non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour accéder à la littérature et à l'actualité américaine et communiquer directement avec les gardiens et les civils. Pour de nombreux prisonniers, la première lecture des journaux américains était surprenante en raison des critiques ouvertes des politiques gouvernementales, des débats animés sur les tactiques de guerre et de la liberté d'expression qui caractérisaient les médias américains. À l'inverse, les journaux allemands fonctionnaient comme des outils de propagande d'État étroitement contrôlés et lourdement censurés. L'idée d'une presse libre critiquant son propre gouvernement, notamment en temps de guerre, était révolutionnaire pour des individus habitués à la vie sous un régime totalitaire. Cette prise de conscience a semé l'incertitude quant à la supériorité du régime nazi et à ses affirmations sur la fragilité des sociétés démocratiques. Les services religieux dans les camps reflétaient également les valeurs américaines. Les aumôniers des camps, militaires et civils, célébraient des offices pour les prisonniers de diverses confessions chrétiennes, offraient un véritable accompagnement spirituel et abordaient des sujets tels que le pardon et la rédemption en pleine guerre. Cela contrastait fortement avec l'utilisation abusive du christianisme par les nazis, où les enseignements religieux étaient de manipuler à des fins politiques. Le père Michael O'Brien, aumônier catholique ayant servi dans plusieurs camps de prisonniers, a raconté plus tard son expérience. Ces jeunes hommes cherchaient à comprendre leur situation, tentant de comprendre comment ils avaient parcouru un si long chemin loin de chez eux, luttant pour des causes souvent incontestées. Nos dialogues visaient à les aider à découvrir leur propre boussole morale plutôt qu'à les endoctriner dans les croyances américaines. Les effets psychologiques de cet engagement religieux furent profonds pour de nombreux prisonniers, leur offrant un moyen extérieur d'interpréter leurs expériences en décalage avec les idéologies politiques qui avaient façonné leur jeunesse. Le principe de responsabilité morale individuelle, prédominant dans les coutumes religieuses américaines, remplaçait la culpabilité collective et l'obéissance aveugle exigée par la doctrine nazie. Entre 1943 et 1944, avec l'arrivée de nouvelles prisons du front européen, les camps commencèrent à cultiver leur culture distincte. Les prisonniers organisaient leurs propres divertissements, créant des orchestres et des troupes de théâtre, et publiaient des journaux diffusés dans les camps. Ces initiatives révélaient le raffinement intellectuel et culturel de nombreux prisonniers allemands, contredisant les préjugés américains, car les expériences américaines contredisaient les attentes allemandes. Le camp de Concordia au Kansas était réputé pour son orchestre de prisonniers qui jouait une variété de morceaux allant des œuvres classiques allemandes aux airs populaires américains. L'image de prisonniers allemands jouant le Star Spangled Banner avec talent et respect étonnait de nombreux visiteurs américains et remettait en question les notions simplistes d'identité ennemie. Hans Müller, le jeune soldat que vous rencontrez initialement dans ce récit, se retrouva affecté dans un camp du Texas rural où les disparités culturelles eussent pu être encore plus frappantes. La vie quotidienne contrastait avec sa perception de la société américaine, avec ses vastes paysages, ses habitants accueillants et ses vastes exploitations agricoles. Dans des lettres, censurées mais non détruites, Hans écrivait à sa mère « Les fermes d'ici éclipsent nos villages, pourtant gérés par des familles et non par des collectivités. Les Américains témoignent à leur terre à la fois respect et assurance, comme si elle devait toujours produire. Cet optimisme me laisse perplexe. Cet optimisme, par-dessus tout, distinguait la société américaine de ce que les prisonniers avaient vécu dans l'Allemagne nazie. Malgré leur implication dans un conflit mondial brutal avec des pertes quotidiennes et des coûts considérables, les Américains semblaient garder une foi inébranlable en leur avenir. Il ne s'agissait pas d'une lutte désespérée pour la survie d'une nation, mais plutôt de la conviction inébranlable d'un peuple certain de son triomphe final. Les camps de prisonniers servaient là de plateforme d'interaction culturelle, des zones où deux sociétés distinctes interagissaient dans des conditions contrôlées et progressivement assouplies. À mesure que la guerre progressait et que la perspective d'une victoire allemande s'amenuisait, de nombreux prisonniers commencèrent à s'interroger sur leur vie d'après-guerre avec une perspective nouvelle sur le type de société qu'ils souhaitaient contribuer à construire. Le changement ne fut pas uniforme. Des sympathisants nazis inconditionnels persistèrent dans leur résistance, provoquant des tensions au sein des camps et parfois des conflits entre prisonniers d'allégeances politiques diverses. Cependant, pour un nombre considérable de prisonniers allemands, leur expérience américaine sema les germes d'idéologie démocratique qui allaient avoir des répercussions profondes dans l'Allemagne d'après-guerre. À mi-chemin du récit, il est utile de réfléchir aux répercussions plus larges des événements qui se déroulaient dans ces camps disséminés sur le territoire américain. Il s'agissait des troupes terrestres de l'Allemagne nazie, menant une vie en contraste frappant avec tout ce que leurs dirigeants précédents leur avaient raconté sur leurs adversaires. Ils étaient confrontés, de près,
à la richesse, à la liberté et à la bonté humaine élémentaire de la société qu'il cherchait à anéantir. Les hamburgers et les femmes qui travaillent en étaient que les représentations de quelque chose de bien plus profond, un conflit fondamental entre la propagande totalitaire et la vérité démocratique. Alors que 1944 éclatait, annonçant de nouvelles avancées qui remettaient encore plus en question les perspectives des prisonniers, le décor était planté pour une compréhension encore plus approfondie de la société qui les enfermait. À leur insu, leur incarcération américaine les préparait à des rôles inattendus, intermédiaires entre deux mondes aux antipodes, transmettant le savoir acquis dans les camps d'internement des prairies à une Allemagne sur le point de reconstruire son cœur. Le moment décisif survint par une froide matinée de juin 1944, lorsque les détenus, rassemblés autour de radios dans les camps de tout le pays, apprirent la nouvelle qui allait tout bouleverser. Le jour J avait commencé. Les forces alliées attaquaient les plages de Normandie, annonçant le deuxième front européen tant attendu. Pour de nombreux prisonniers allemands, cet événement confirma une vérité qu'ils avaient subtilement admise depuis des mois. L'Allemagne était en train de perdre la guerre, mais la situation militaire n'était pas le seul aspect à changer. Dans les camps, quelque chose de plus profond se jouait. L'exposition à la vie de camp a déclenché un changement important et fondamental dans la perception de la démocratie, de la liberté et de la valeur humaine chez les soldats allemands que les administrateurs du camp ont plus tard qualifié de « grand réveil ». Rudolf Schneider, ancien capitaine de la Wehrmacht détenu à Camp Shelby, dans le Mississippi, a documenté cette transformation dans son journal. Aujourd'hui, j'ai vu les soldats américains apprendre le jour J avec un plaisir contenu plutôt qu'avec une jubilation exubérante. Ils étaient là conscients de leur victoire, mais aucune animosité ne transparaissait dans leurs propos lorsqu'ils évoquaient l'Allemagne. Cela contraste fortement avec nos enseignements antérieurs sur nos adversaires. La réaction au jour J a révélé un aspect crucial du caractère américain que de nombreux prisonniers n'avaient pas anticipé. L'absence de haine vindicative. Au milieu d'années de guerre acharnée et d'une connaissance croissante des atrocités nazies, les gardes et les civils américains ont fait preuve d'une capacité impressionnante à distinguer la population allemande de ses dirigeants. Cette distinction est devenue plus évidente lorsque les informations sur les camps de concentration sont parvenues aux camps de prisonniers vers la fin de 1944 et le début de 1945. Les autorités américaines ont fait le choix difficile de projeter aux prisonniers des images et des photos des camps libérés, tels que Bergen-Belsen et Buchenwald. Ces visionnages, bien qu'obligatoires, étaient soigneusement préparés psychologiquement. L'effet a été dévastateur mais transformateur. De nombreux prisonniers croyaient à tort que les camps de concentration n'étaient que des lieux de travail ou avaient accepté la propagande nazie sur la détention préventive. Face aux preuves irréfutables de meurtres et de tortures systématiques, les prisonniers ont traversé une profonde crise d'identité et de croyance. Le lieutenant-général Hoffmann, que nous avions déjà rencontré, a écrit un texte relatant son expérience de visionnage des images de Dachau aux côtés de 200 autres soldats allemands. Dans cette pièce, nous avons été confrontés à des images qui continuent de me dérouter. Le silence était pesant. Même les hommes les plus endurcis d'entre nous fondaient en larmes. Nous étions confrontés à la dure réalité d'avoir servi un régime capable de telles atrocités. Les Américains qui ont montré ces images ne se sont pas réjouis ni moqués de notre désarroi. Au contraire, ils semblaient nous regarder avec un mélange de compassion. La méthodologie américaine pour révéler cette vérité a joué un rôle déterminant dans son impact. Plutôt que d'utiliser les preuves comme un outil de guerre psychologique, les responsables du camp les ont présentées comme une occasion de réflexion morale. Des groupes de discussion ont été créés sous la direction d'aumôniers et d'éducateurs américains où les prisonniers pouvaient analyser leurs observations et comprendre progressivement leur propre rôle au sein de l'appareil nazi. Il ne s'agissait pas de briser le moral des prisonniers, mais plutôt de les aider à reconstruire leurs cadres éthiques. L'importance de ces programmes résidait dans leur reflet des valeurs américaines fondamentales de rédemption et de transformation individuelle. Les adversaires étaient eux aussi perçus comme capables d'évolution morale s'ils bénéficiaient de perspectives et d'un encadrement approprié. Issus de cette situation difficile, les programmes de rééducation comptaient parmi les expériences sociales les plus vastes de l'histoire américaine. S'appuyant sur les connaissances acquises dans des universités du pays entier, ces programmes combinaient un enseignement pratique des institutions démocratiques à des dialogues approfondis sur les libertés individuelles, le devoir civique et le raisonnement éthique. Le docteur Henry Hermann, réfugié juif allemand ayant fui l'Allemagne nazie et enseignant désormais à Harvard, joua un rôle crucial dans la conception de ces programmes. Sa méthodologie était révolutionnaire. Au lieu de se contenter de dénoncer l'idéologie nazie, il aidait les prisonniers à comprendre les fondements intellectuels et historiques de la pensée démocratique.
Il ne suffit pas de dire à quelqu'un que la démocratie est supérieure, déclarait le docteur Herman. Herman confiait à ses collègues américains, il est crucial qu'ils apprennent l'importance de la dignité personnelle. Pourquoi l'indépendance de pensée conduit à des décisions supérieures et pourquoi les sociétés diverses prospèrent grâce à l'acceptation plutôt qu'à l'uniformité. Les cours qui suivirent différaient sensiblement de l'éducation allemande reçue précédemment par les prisonniers. Au lieu de l'apprentissage par cœur et de l'obéissance aveugle à l'autorité, l'éducation américaine privilégiait la pensée critique, la libre discussion et l'examen d'idées contradictoires. Les prisonniers étaient incités à remettre en question, à contester leurs croyances et à tirer des conclusions personnelles fondées sur leur raisonnement. Gustav Weber, ancien commandant de chars, se remémorait son premier cours de sciences politiques. Le professeur américain nous a interrogés sur notre vision de la démocratie, non pas sur ce qu'on nous avait enseigné, mais sur nos propres opinions. Lorsque j'ai exprimé ma conviction que cela mènerait au chaos, il n'a pas balayé mes inquiétudes. Plutôt que de m'instruire, il me demanda d'examiner les données historiques et de formuler mes propres jugements. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon point de vue fut jugé suffisamment pertinent pour une réflexion sérieuse. Ce changement ne se limita pas au cadre universitaire. Les expériences quotidiennes dans les camps servirent de leçons pratiques sur les principes démocratiques. Les prisonniers étaient autorisés à créer leur propre groupe, à choisir des représentants et à contribuer aux décisions concernant la gestion des camps. Les hommes ayant passé toute leur vie adulte sous un régime autocratique trouvaient ces activités d'autonomie enrichissantes. L'émergence des comités de prisonniers englobait diverses responsabilités, de la préparation des repas à la résolution des conflits. Les Américains offraient des conseils, mais permettaient aux Allemands d'expérimenter et d'apprendre de leurs propres erreurs. Cette exposition directe à la prise de décision démocratique surpassait en valeur toute leçon de philosophie politique. À mesure que la guerre progressait, l'aspect économique de la société américaine ne cessait de surprendre les prisonniers allemands. Malgré l'engagement des États-Unis sur de multiples lignes de front, l'aide apportée à leurs alliés dans le monde entier et le soutien de forces militaires colossales, rien ne laissait présager des difficultés qui ravageaient l'Allemagne sur son propre territoire. Les prisonniers américains bénéficiaient d'une nourriture abondante, correspondaient avec leurs familles et percevaient même un salaire modeste pour leur travail. Le catalogue Sears était un symbole inattendu de la richesse américaine. Les prisonniers passaient un temps considérable à parcourir les listes de produits accessibles aux foyers américains moyens. Appareils électroménagers, vêtements, outils et articles de luxe inaccessibles pendant la guerre en Allemagne. Ce catalogue symbolisait non seulement la richesse matérielle, mais aussi la conviction que cette prospérité perdurerait éternellement. Friedrich Müller, détenu au camp Büttner en Caroline du Nord, a déclaré « Leurs catalogues sont plus épais que nos manuels militaires, proposant des produits que n'importe quel foyer peut acheter et recevoir. Notre nation n'anticipe pas la défaite ni ne s'inquiète de son destin. Au contraire, elle considère la prospérité comme la norme. » Le rôle des Américaines captivait et déconcertait les captives allemandes pendant leur incarcération. Avec l'escalade de la guerre et la conscription croissante des Américains, les femmes assumèrent un rôle encore plus important dans la société. Les détenus observèrent des femmes exercer des fonctions administratives, éducatives, mécaniques et bien d'autres professions qui auraient été inconcevables pour des femmes sous le régime nazi. Le camp d'Aliceville, en Alabama, était supervisé par le colonel Mary Halloran, l'une des femmes officiers les plus gradées de l'armée américaine. L'emprise du colonel Halloran sur les détenus allemands, y compris d'anciens officiers peu familiers avec le commandement féminin, s'est transformée en un puissant symbole des idéaux américains en matière de parité et de potentiel des sexes, plutôt que de rôles sociaux prédéfinis. Le lieutenant-colonel Hans Bergmann, officier prussien issu d'une ancienne lignée militaire, a dû faire face à ce changement de paradigme. Dans mon pays, l'idée qu'une femme dirige des hommes serait considérée comme une distorsion de l'ordre naturel. Pourtant, ce colonel gère son camp avec plus d'efficacité que nombre d'officiers masculins sous les ordres desquels j'ai servi dans la Wehrmacht. Elle est admirée par ses subordonnés et intimidée par les malfaiteurs. Je suis obligé de reconnaître que notre perception des capacités des femmes était peut-être limitée. Les relations amoureuses et les coutumes amoureuses observées parmi les prisonniers américains ont offert une autre perspective sur les valeurs démocratiques. Pour les personnes incarcérées bénéficiant d'interactions surveillées, l'observation de couples américains lors de rassemblements religieux ou d'événements communautaires mettait en lumière un modèle relationnel caractérisé par l'égalité et le respect mutuel. Ce fut une révélation pour ceux qui étaient habitués à l'idée que des hommes puissants devaient régner sur des femmes soumises. De plus, le système judiciaire américain trouvait souvent un écho auprès des détenus en raison de l'importance qu'il accordait aux libertés individuelles et à l'équité des procédures.
En cas de litige entre détenus, le droit militaire américain offrait des procédures transparentes, le droit à un avocat et des possibilités d'appel. Même les adversaires avaient droit à un traitement équitable, conformément aux principes établis. Autrefois prisonnier obstiné et ancien officier SS, Otto Kellner connut une profonde transformation après avoir été faussement accusé d'avoir agressé un garde. La justice américaine lui assigna un avocat, lui permit de présenter des preuves à décharge et finit par le disculper lorsque le véritable coupable avoua. Dans ses écrits ultérieurs, il reconnut qu'il aurait pu être puni sans autre enquête. Qui aurait contesté le traitement réservé à un officier SS, écrivit-il. Pourtant, ils respectaient leurs propres règles, même lorsqu'il était plus facile de s'en passer. Cet événement m'a appris davantage sur la justice que des années d'enseignement nazi sur le pouvoir et la discipline. L'intégration des prisonniers aux travaux agricoles américains démontra un autre pilier de la démocratie, la valeur du travail, indépendamment du statut social. À la différence de la société allemande, sa rigidité séparait le travail intellectuel du travail manuel, établissant des hiérarchies complexes fondées sur l'éducation et la lignée. Aux États-Unis, les prisonniers ont vu des agriculteurs travailler aux côtés de leurs ouvriers, des universitaires décrocher des emplois d'été dans des usines et de riches entrepreneurs débuter comme ouvriers. Le rêve américain, cette conviction que l'effort et le mérite individuel pouvaient surpasser le droit de naissance et le statut social, était une idée révolutionnaire pour les prisonniers issus d'une société obsédée par la lignée, l'ascendance et les titres héréditaires. En observant leurs superviseurs américains, de nombreux prisonniers ont compris que la mobilité sociale était non seulement réalisable, mais qu'elle était la norme dans la société américaine. James O'Sullivan, un agriculteur irlando-américain qui employait des prisonniers allemands dans l'Iowa, était un puissant emblème de cette philosophie. Arrivé en Amérique sans le sou, il avait gravi les échelons de l'école d'agriculture et avait finalement bâti l'une des fermes les plus prospères du comté. Son histoire, racontée lors des conversations à l'heure du déjeuner, illustrait des opportunités qui n'existaient pas sous le système de classe rigide de l'Allemagne nazie. Dans le tissu social américain, les croyances religieuses mettaient constamment à l'épreuve les opinions établies des prisonniers. Contrairement à l'Allemagne nazie, où le christianisme était manipulé et déformé par des dogmes politiques, les églises américaines maintenaient leur autonomie et s'exprimaient sur des questions morales. Les participants aux offices religieux étaient frappés par des sermons axés sur la conscience personnelle, la responsabilité personnelle et la valeur intrinsèque de chaque être humain. Le père Thomas McCarthy, prêtre catholique qui exerça son ministère dans de nombreux camps, se souvenait des profonds débats théologiques qui s'ensuivirent. Ces jeunes hommes se posèrent de nombreuses questions sur la conciliation de leur foi avec leurs actions en temps de guerre. Le christianisme américain, mettant l'accent sur la rédemption personnelle et le lien direct avec Dieu, leur offrit une voie d'avenir que le christianisme nazi n'avait pas proposée. L'approche de la victoire européenne introduisit de nouvelles complexités dans la vie des camps. Face à la défaite imminente de l'Allemagne, les prisonniers étaient confrontés à des perspectives d'après-guerre incertaines. Nombre d'entre eux possédaient des maisons dans des territoires en voie de devenir l'Europe de l'Est, sous domination soviétique, tandis que d'autres craignaient des représailles de la part de leurs compatriotes allemands pour une collaboration présumée avec les ravisseurs américains. L'éthique démocratique des Américains se révélait sous un autre aspect. La priorité accordée aux droits de l'homme, même envers d'anciens adversaires. Au lieu d'un rapatriement précipité après la guerre, les autorités américaines mirent en place des mesures prudentes pour protéger les prisonniers potentiellement persécutés. Les prisonniers ayant participé activement à des programmes de rééducation étaient mis à prioritaire pour l'aide à la réinsertion. Heinrich Bauer, fervent dirigeant des jeunesses hitlériennes et fervent apprenant la démocratie, était particulièrement en danger s'il était renvoyé dans sa ville natale, désormais sous contrôle soviétique. Les autorités d'après-guerre facilitèrent son transfert en Allemagne de l'Ouest et lui offrirent une attestation de participation à la rééducation, l'aidant ainsi à trouver un emploi au sein de l'administration démocratique naissante. La fin des hostilités en mai 1945 créa une ambiance inhabituelle dans les camps. De nombreux prisonniers étaient aux prises avec divers sentiments. Soulagement face à la cessation des violences, tristesse pour leur patrie vaincue, appréhension pour leur avenir et reconnaissance envers leurs geôliers américains. Les festivités triomphales auxquelles ils assistèrent étaient empreintes de sobriété, mettant l'accent sur la quête d'une paix durable plutôt que sur la honte de l'Allemagne. La promesse prophétique du général George Patton selon laquelle l'Amérique aurait besoin d'alliés allemands contre l'Union soviétique devint réalité. En réalité, les décideurs américains avaient déjà commencé à réfléchir à la manière dont les anciens soldats allemands pourraient contribuer à la reconstruction de leur nation en tant qu'alliés démocratiques
avant même la fin de la guerre. Les années 1945-1946 marquèrent l'apogée des programmes de rééducation des prisonniers, considérés comme des investissements essentiels pour l'avenir démocratique de l'Allemagne. Cette phase de rapatriement démontra l'efficacité du programme. À leur retour, les anciens prisonniers rapportèrent non seulement des souvenirs de la prospérité américaine, mais aussi qu'ils eurent une connaissance pratique des institutions démocratiques et une perception évoluée des libertés et obligations individuelles. De nombreuses personnes participèrent à la reconstruction de l'Allemagne. Heinrich Weber, notre commandant de char mentionné précédemment, reprit sa vie d'enseignant puis d'administrateur scolaire, introduisant des méthodes pédagogiques américaines privilégiant la pensée critique à l'apprentissage par cœur. Sa classe se transforma en un véritable laboratoire d'éducation démocratique au sein de la nouvelle République fédérale d'Allemagne. Klaus Bernhardt, un jeune mitrailleur bavarois, utilisa sa maîtrise de l'anglais et sa connaissance des usages commerciaux américains pour nouer des relations commerciales entre des entreprises allemandes et leurs anciens adversaires. Sa capacité à naviguer entre les différences culturelles entre les deux sociétés fut directement influencée par son expérience de captivité. Il convient de noter que tous les prisonniers n'adoptèrent pas les principes démocratiques. Certains nourrissaient du ressentiment envers leur défaite, quel que soit le traitement subi. D'autres eurent du mal à appréhender les complexités et les obligations de la citoyenneté démocratique après des années sous un régime autoritaire. Cependant, l'impact global fut profond. Des recherches menées des décennies plus tard révélèrent que les prisonniers allemands ayant connu les camps américains étaient plus enclins à soutenir les institutions démocratiques, à s'engager dans des activités civiques et à résister aux groupes autoritaires. L'investissement dans la rééducation a été bénéfique pour les sociétés allemandes et américaines. Les hamburgers et les travailleuses, initialement surprenants pour les prisonniers allemands, symbolisaient quelque chose de bien plus vaste. Une société qui respectait la valeur individuelle, embrassait la diversité et croyait au progrès humain. Il ne s'agissait pas de simples distinctions culturelles, c'était des manifestations tangibles d'idéaux démocratiques vécus au quotidien. L'histoire des détenus allemands en Amérique s'est finalement transformée en un récit sur l'impact des manifestations sur la propagande, des expériences vécues sur le lavage de cerveau idéologique. En traitant leurs adversaires avec respect, tout en défendant fermement leurs propres valeurs, les Américains ont démontré la résilience des sociétés démocratiques d'une manière qu'aucun discours politique n'aurait pu exprimer. 1946 marqua le départ des prisonniers allemands des terres américaines, nombreux à apporter des lettres de leurs gardes américains, des contacts de familles bienveillantes et surtout une compréhension nouvelle du potentiel des sociétés libres. Ils revinrent pour construire une nouvelle Allemagne, devenant ainsi l'un des alliés les plus fidèles des États-Unis en Europe et l'une des démocraties les plus résilientes au monde. Les femmes, qui les avaient stupéfiées par leur autorité, servirent de modèle pour l'évolution progressive de l'égalité des sexes au sein de la société allemande. Les hamburgers, symbole de la richesse américaine, rappelèrent que les sociétés libres pouvaient favoriser la prospérité de tous et pas seulement de l'élite. Hans Müller, le jeune soldat que nous avons rencontré en montant dans un train en 1943, rentra en Allemagne en 1946, animé d'une profonde admiration pour les idéaux démocratiques. Journaliste, il a documenté la reconstruction de sa nation tout en défendant les valeurs démocratiques qu'il avait intériorisées durant son emprisonnement. Des décennies plus tard, dans ses mémoires, il écrivait « Je suis allé en Amérique en adversaire et je suis revenu en allié. Non pas parce qu'ils m'ont contraint à changer de perspective, mais parce qu'ils ont démontré une méthode d'existence supérieure. » Le profond paradoxe des prisonniers allemands en Amérique était que l'incarcération s'est transformée en libération. Ils ont été libérés des mentalités restrictives, des préjugés raciaux et de la soumission autoritaire qui caractérisait la culture nazie. Dans leur défaite, ces soldats allemands ont découvert quelque chose dont ils ignoraient sous l'absence, la possibilité de dignité personnelle, d'autonomie intellectuelle et d'engagement dans une société caractérisée par le respect mutuel plutôt que par l'asservissement. À l'heure où les principes démocratiques sont mis à l'épreuve à l'échelle mondiale, l'histoire des Allemands emprisonnés aux États-Unis offre un éclairage essentiel sur l'impact de l'émulation, l'importance de préserver sa dignité face à ses adversaires et le potentiel de métamorphose humaine. Les hamburgers et les travailleuses ont marqué le début d'une société sûre d'elle-même, prête à diffuser ses valeurs, même à ceux qui cherchaient à les détruire. En fin de compte, cette assurance s'est avérée l'arme la plus puissante de la démocratie et son don le plus durable à l'humanité.